Donc ça a été un très grand honneur pour moi que Gérard me demande de présenter ce livre. Ce livre sur lequel j'avais déjà écrit un article, et ce livre qui évidemment a été écrit par quelqu'un que, en vérité, tout le monde connaît ici, parce qu'il a une œuvre incontestable, une œuvre remarquable, et de mon point de vue, l'œuvre majeure après le maître qu'on a eu en commun et qui était Lacan. Je vous dis tout de suite que j'aime Gérard comme un frère et ça fait 40 ans que ça dure. Bon. Alors évidemment c'est très émouvant, très étonnant au fond d'avoir à parler de l'œuvre d'un frère avec lequel on a eu le même père et qui va parler de qui? Eh bien, de moi, de vous autres, du féminin. C'est pas rien de se faire entendre soi-même par un frère. Alors, pourquoi est-ce que je suis particulièrement touchée par le point de départ de ce texte? C'est parce que d'abord la question mystique m'a particulièrement intéressée et a été, je dirais, un des symptômes qui m'a amené à la psychanalyse. Et puis parce que il se trouve que j'avais un père, celui-là n'est pas le même que le tien, qui s'intéressait particulièrement aux questions de la Révolution et qui a déjà écrit plusieurs livres. Donc voilà que j'entre dans le livre du frère, qui parle de moi, qui parle de vous. Alors, je dois dire d'abord que je vais essayer un petit peu de lire son travail, certains passages, parce que depuis que tu travailles, Gérard, je trouve que tu écris de mieux en mieux. Chacun a un livre, ben à la fin, ça fait un écrivain. Alors c'est quand même extrêmement agréable, et comme vous allez le voir, cette relecture, parce que je l'avais déjà lu, m'a permis au fond de comprendre quelque chose d'assez complexe et qu'on va essayer de comprendre ensemble parce que voilà ce qui se passe. Voilà, si vous voulez, avant même de relire ce livre, je voulais vous dire ceci. Ceci est une table. Voilà, ceci est une table. Et puis une personne là va dire « This is table ». Et alors, on a tendance à dire « Ben non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. On ne dit pas du tout la même chose. » Et pourtant, il y a un point commun. Hein. Et je dirais que finalement, en lisant ce livre, vous allez voir qu'à la fois, parfois, on va être en désaccord pour cette raison, parce que finalement, on dit la même chose différemment, mais qu'en même temps, Gérard va expliciter quelque chose dans ce livre et qui, évidemment, est un problème radical et premier. Bon, d'abord, la mystique. Donc, dans ce livre qui, malgré tout, prend le point de départ que le féminin a toujours été attaqué par les hommes. Bon, par les hommes. Hein, le féminin, c'est ce qui est attaqué. Bien. À ceci près, évidemment, et c'est là le deuxième grand thème, c'est attaqué, mais le féminin, c'est aussi le féminin que les hommes et les femmes ont en eux-mêmes. Donc ce n'est pas seulement les femmes qui vont être attaquées, mais c'est le féminin dans chacun de nous-mêmes, évidemment le féminin dans les hommes. Bien. Alors d'abord, dans cette affaire de mystique et dans cette affaire d'histoire de la féminité, Gérard montre que les femmes ont été chantées dans l'histoire en tant essentiellement qu'elles sont lointaines et qu'elles sont mortes. On sait tous que Dante aimait Béatrice, et que Béatrice, c'est pas sûr qu'elle ait véritablement existé, si ce n'est qu'elle était Béatrice. Voilà. Et alors, en permanence, Gérard va ramener toutes ces problématiques à ce qui est pour lui essentiel et profondément freudien, c'est-à-dire le lien avec la sexualité.
Alors, je vous lis par exemple, parce que c'est beaucoup mieux que je lise que si je parle, quelque chose qui a à voir avec Sainte Angèle. Et tout ce mystère extraordinaire de l'orgasme mystique, puisqu'il y a des femmes qui sont capables de jouir par elles-mêmes de Dieu. Rien que ça, de Dieu. L'orgasme mystique prouve l'existence de Dieu. Le sceau de la libération du péché tient dans le retournement du désir incestueux pour le Père en un désir exogame pour le Fils. Telle est sa bascule orgastique. Lorsque Dieu s'adressa à sainte Angèle, ce fut pour lui dire « Ma douce fille, mes délices, mon temple, ma fille, mon aimée, aime-moi, car je t'aime beaucoup plus que tu ne peux m'aimer. Ma fille est mon épouse, que tu m'es douce. » Et Gérard d'ajouter « A-t-on jamais entendu déclaration plus incestueuse? N'est-ce pas une sorte d'inceste parfait que seul Dieu s'autorise? C'est bien pourquoi il fut parricidé à Thèbes à l'aube du monothéisme. Et les filles répètent l'acte de naissance du monothéisme à chaque fois qu'elles se donnent, mais surtout pas à ce père, plutôt à un fils sous les yeux de son père. » Donc vous voyez comment, pour lui, va en permanence apparaître quand même ce qu'il en est de la vérité freudienne et de l'essence sexuelle, à la fois de l'inconscient et à la fois de l'Oedipe. Bien. Et le féminin, rapidement, il va se passer par Aragon. Moi, je suis une grande admiratrice d'Aragon. Et Aragon va finir par dire qu'au fond, la grandeur de la mystique, on la voit dans le fait que la poésie est tournée à Dieu. Moi, au contraire, je tourne la poésie à la femme. Vous voyez donc dans cette espèce de retournement, et on sait quand même que ce retournement à la femme finira chez Aragon par être un retournement, après la mort d'Elsa, aux hommes, c'est-à-dire à la féminité dans les hommes, puisqu'il aura une vie homosexuelle. Bien. Alors, après ça, arrive un des grands thèmes de Gérard Pommier, et qui va expliquer, parce que le père est toujours là, que le père traite ses enfants, en vérité, comme des filles à disposition sexuelle. C'est-à-dire que vous voyez que l'originalité de ce livre, qui est sur la féminité, c'est qu'il va amener quelque chose qui était assez peu travaillé jusque-là, et qui est le désir pour le père. Donc on pense qu'on entre dans quelque chose sur le féminin, et en réalité l'originalité va être de faire passer cette question du désir pour le père. Donc arrive dans ce livre, après l'interdit et le tabou du féminin, et la variation de la place du féminin dans toute la culture, eh bien, le chapitre bien connu de l'hystérie féminine. Et là, il va avoir l'originalité de montrer qu'en réalité, l'hystérie est à la fois ce qui mène les femmes à la grande crise que l'on connaît, mais qui, et c'est ça qui est très intéressant, va mener les hommes à prendre une certaine position finalement phallocratique dans la société. C'est-à-dire que si ce qui chez les femmes va se jouer de cette difficulté à s'accepter homme ou femme, cette difficulté à ce doute sur soi-même dans le privé, eh bien c'est par l'affirmation dans le social qu'au contraire l'homme hystérique va jouer sa partie. Voilà donc un chapitre. Je vais peut-être passer sur la question intéressante, mais on ne peut pas parler de tout,
de la prostitution. Et on va arriver à une question extrêmement intéressante, qui est au fond celle de la jalousie. De la jalousie. Alors, ce désir du père, donc, était précédé, on peut dire, que de ce désir qui entraîne un certain clivage intérieur. Hein? Et donc, il dit que chez une femme, ce clivage entraîne un certain dédoublement et que ce dédoublement est finalement extrêmement plaisant et qu'elle va même exhiber quelque chose qui la dépasse elle-même. Et on voit là le thème de ce féminin dont le mystère de la division, ce mot division c'est très important parce que vous allez voir que ça questionne la fin, que cette division finalement, ce tremblement est extrêmement attirant. Alors, pour ce qu'il en est de cette question de la jalousie, vous voyez, j'en perds mon latin, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire, j'en perds mon latin. Alors, le mot de passe théologico-politique qui noue l'intimité et l'altérité, le privé et le public, prétexte de l'enfermement des femmes. Voilà. Donc, si vous voulez, en réalité, une des raisons, pour revenir au point de départ et qui est pourquoi le féminin est effacé, c'est que les hommes en sont jaloux, comme de quelque chose qu'ils sont obligés de mettre à l'extérieur d'eux-mêmes, mais qui sont en même temps envie de posséder, et que la graine de jalousie majeure a bien été semée d'ailleurs, dit-il, dans l'enfance. Hein? Et alors là, c'est là aussi où il y a quelque chose d'original, c'est que pour Pommier, cette jalousie, c'est pas seulement l'invidia comme Lacan l'a décrite, mais c'est une jalousie face à la scène primitive. C'est-à-dire que tout enfant qui finalement se sent à la fois extérieur à cette scène primitive va être jaloux par rapport à ce qui se passe entre les parents et pas seulement par rapport à l'objet. Voyez ? Et là, il y a quelque chose de quand même important qui commence à se redire et qui est l'originalité de la pensée de Pommier, à savoir que le phallus et le désir du père peuvent être absolument, je dirais, presque premiers dans toute cette question de l'envie et qui se métamorphose au moment où la femme renonce, finit par être seulement la mère et devient la femme. Et que c'est ce moment-là qui suscite une jalousie qui, comme vous le savez, peut passer par tous les registres, depuis quelque chose qui va pouvoir être assumé, jusqu'à le grand délire de ceux qui, comme Schreiber, ne peuvent pas y renoncer et veulent continuer à être à la place de ce féminin, c'est-à-dire renoncent à ce nécessaire effacement, de la féminité pour un homme, pour assumer malgré tout la fonction phallique et rester un homme. Bien. Bon. Alors, maintenant, qu'en est-il de là? Quel est, au fond, quel est l'enjeu
quel est l'enjeu de cette histoire-là? Alors, l'enjeu de cette histoire-là, c'est au fond, est-ce qu'il y a un désir pour le père qui soit primaire? Et il va utiliser quelque chose d'intéressant qui est... bon, je n'y suis plus là, je suis émue et je n'y suis plus. Bon, c'est dommage, mais c'est pas grave. Qui est une pièce de théâtre, Affuballazione de Pasolini, qui montre que justement, eh bien, c'est premier. Et la question que je pose, c'est est-ce que c'est premier parce que Pasolini est un homosexuel, ou est-ce que, au contraire, ça serait premier pour tout un chacun? Il me semble que la cause du désir, qui est le sein, est premier chez les hétéros, et le reste est premier chez les homos, mais ça peut se discuter. Alors finalement, qu'est-ce que c'est que cette révolution? Pourquoi est-ce que c'est une révolution? Qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Est-ce que c'est simplement l'amélioration, la transformation améliorée d'une situation, ou est-ce que c'est au retour du même? Est-ce que c'est un point de retour, comme c'est le mot de révolution? Et là, il y a au fond une question difficile et qui est en ce moment extrêmement prégnante puisque finalement le pouvoir s'est emparé du mot révolution. Hein? Donc qu'est-ce que c'est que ce mot est en ce moment, on pourrait dire un mot passionné, passionnant, et pour moi, la révolution, c'est un retour à quelque chose qui n'est absolument pas dit dans le livre et qui est le réel. Et justement, c'est envisagé différemment dans ce livre. Et c'est ça qui est passionnant, c'est parce que finalement, c'est une nouvelle manière de penser, et c'est une autre manière de penser qui qui pose cette question, et qui pose la question actuellement du politique tel que on peut l'envisager. Est-ce que il faut renouveler le féminin pour transformer la cité? C'est, je crois, la question démocratique qui actuellement est en jeu, et tout le monde voit que cette révolution sans fin, parce que les pulsions reviennent toujours aux mêmes, sont en train de bouger de camp. Bon, c'est très bien.